Bonsoir à tous, donc on est ravis de vous accueillir pour le comptoir NFT numéro 21, en ce 23 novembre. Et voilà, donc on a la chance d'avoir pour cet épisode Bilal El Alami, qui est le fondateur d'EquiSave, de Dogami, de Pirates Labs, et qui a donc plein de projets qui est incontournable dans le Web3 en France et qui apporte énormément à l'écosystème. Donc on est ravis de l'accueillir pour cet épisode. Ouais, Voilà Normandie. Et, euh, et donc, euh, Ça va être super de partager ce moment avec Bilal. Euh, je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet, Normandie, avec pas mal d'actu, plein d'actu crypto, c'est ce qu'on se disait ce midi, hein. La crypto, c'est tellement un film en ce moment, un roman, que ça finit par éclipser un petit peu des news qui peuvent sortir sur les NFT. Franchement, ça n'arrête pas. ouais, complètement. Bah, on avait l'affaire FTX qui clairement dominait l'actualité et domine toujours. On a quand même quelques nouvelles encore croustillantes qui sont sorties de l'affaire, notamment visiblement apparemment les parents qui auraient acheté des villas aux Bahamas pour des montants assez colossaux. Oui, c'était très bon, j'ai vu Euh, ça, donc 19 appartements dans le ouais, alors complexe je sais pas. de SBF pour 121 millions de dollars. Donc un bel Ouais, alors il y exemple avait des déments. d'effectif altruisme. Il y avait des démentis qui tournaient, visiblement c'était moins que ça, mais bon, c'était quand même dans quelques millions, donc il y a clairement des choses qui se passaient là. Après, c'est juste peut-être qu'ils achetaient une villa aux Bahamas, j'en sais rien. Non, on a eu ça, on a eu le hacker aussi qui a hacké une partie des fonds qui restaient chez FTX, Ouais. qui s'est amusé à liquider une partie de son portefeuille ce week-end, notamment dimanche, alors qu'il n'y a pas énormément de liquidité, donc bah, sur des montants assez colossaux comme ça fait tout de suite bouger les prix des cryptos. Et c'est pas terminé, hein, parce que je faisais un petit peu de recherche, parce que je vois, il y a plein d'infos différentes là-dessus, hein, parce qu'on a cru, on en parlait, on a cru à un moment que c'était aussi la principauté, enfin des Bahamas qui faisait ça, mais donc a priori non, on sait pas trop qui c'est, mais il y en a, il a quand même donc 228 000 Ethers. Donc ce week-end, il en a vendu 15 50 000. millions 15 000, et au final 15 000, oui, et ensuite après au total 50 000, avec une conversion qui fait vers BTC. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'il en reste quand même 175 000 qui, pour l'instant, ont été splittés, séparés par tranche de 15 000 vers des petits wallets. Donc, il fait une technique, il essaye un peu de brouiller les pistes, donc en envoyant vers plein de petits wallets différents, enfin, des wallets avec 15 000 BTC, ETH à chaque fois. Mais Oui, ce qu'il y a, c'est des que petits wallets pour pour l'instant, lui, hein, pas pour nous. petit wallet pour lui, mais pour l'instant, comme tu dis, avec le manque de liquidité, ce qu'il y a, c'est que en fait, pour l'instant, il les a transférés et il les a pas vendus, hein. Donc en fait, à chaque fois, il y a une réaction des marchés par peur à chaque fois qu'il fait son transfert, mais il n'a pas encore, enfin, il n'a pas encore dumpé le gros de ce qu'il a, et ce qu'il a encore le place quand même en 40e holder ETH, hein. Donc Ouais, ça exactement. peut tomber à n'importe quel moment pendant Thanksgiving, ou enfin voilà, c'est un peu une épée de Damoclès. En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle. Et puis, on est rapidement passé du sujet FTX au sujet Genesis, qui est vraiment le point focal de l'attention de crypto Twitter et de tout le marché en ce moment. Qui, pour ceux qui connaîtraient pas Genesis, c'est un crypto lender. Enfin, ils ont une partie de trading, ils ont une partie lending. Il y a plusieurs entités. Ils font partie d'un groupe qui s'appelle DCG, Digital Currency Group, donc qui est une plus grosse entité qui détient notamment Grayscale, qui est un programme qui permet d'acheter du Bitcoin de manière synthétique. Genesis est un gros acteur du marché, donc comment dire, qui fait face à de nombreuses contreparties, dont notamment FTX et Three Arrows Capital. Et visiblement, bah, ils auraient perdu pas mal d'argent dans les deux affaires. On avait eu un premier communiqué de Genesis qui avait dit qu'ils avaient, je crois, perdu 170 millions Ouais, vis-à-vis d'FTX. Ils avaient eu un premier renflouement de la part de la maison mère Digital Capital Group qui leur avait prêté 140 millions. Et puis là, visiblement, bah, le trou est plus gros que ça. Donc ils ont notamment à un moment posé une partie de leur activité. Il y a notamment pas mal ouais, de programmes en fait de earn
tu peux faire du yield, notamment Gemini qui est très populaire et je crois Circle En aussi. vrai, oui, c'est eux qui gèrent tout. Gemini, Bah, ils font le back-end Circle, en fait. Ouais, ils font euh, le back-end. et tout le back-end pour les programmes de earning. Et en fait, même jusqu'à chez nous, hein, enfin, c'est aussi le cas avec CoinHouse, hein, tu vois. Donc, Effectivement, ouais. c'est quand même vraiment énorme. Et ça, c'est effrayant. Surtout qu'on les voit donc chercher 1 milliard de dollars, puis 500 millions de dollars. Binance qui dit qu'il ne veut pas y aller non plus, donc pour différentes raisons. Euh, Apollo et aussi, il y avait Apollo qui est un gros fonds Apollo. de private equity enfin, qui est aussi dans la partie digital et crypto, qui regardait, visiblement il n'y irait pas non plus. Donc c'est un petit peu curieux. En plus, le fait qu'il passe au début il demande 1 milliard, puis finalement il demande que 500 millions. Bon, on ne sait pas trop vraiment à quoi s'en tenir. C'est un peu confus. C'est pas Non, mais classique hein, de faire ça. c'est chaud parce que derrière, il y a Grayscale qui avait refusé aussi là, de publier du Proof of Reserve. Ensuite, il y a les discussions Grayscale au sujet de leurs réserves de Bitcoin dans Coinbase. Avec Sidzi qui annonçait, enfin, Coinbase qui annonçait détenir 633 000 bitcoins, 600 000 bitcoins, alors que Genesis, alors que Grayscale disait en avoir 633 000, donc il y avait quand même un petit gap. Après, il y a Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, qui est revenu dessus en disant que finalement ils en avaient 2000 des bitcoins. Donc en fait, tout ça, bah, on a plein d'infos qui sont pas claires, avec une contagion possible de FTX à Genesis, à Grayscale, à Coinbase. C'est quand Et même un peu compliqué. à toutes les personnes qui sont impliquées avec Genesis sur du Bien lending, sûr. parce que Ah, Genesis est une contrepartie assez centrale dans l'écosystème crypto vis-à-vis de pas mal de comptes institutionnels. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà, il y a un enchevêtrement qui est assez complexe de différentes entités, un peu comme d'habitude, on commence à être habitué maintenant. ouais. Et clairement, il y a un trou dans la raquette qui est visiblement autour de 500 millions au dernier dire, mais bon, on n'est pas très sûr non plus. Et je crois que j'ai vu ce matin que Genesis avait pris les services de Moelis Company, qui est un Hmm. restructuring advisor, Ouais. pour éventuellement évoquer la possibilité d'un dépôt de bilan. Alors, on n'y est pas encore, hein, mais bon, c'est visiblement une des pistes qu'ils explorent puisque leur levée de fonds n'a pas l'air d'aboutir pour le moment. Donc, Ouais, c'est donc, complexe, il y a beaucoup de donc c'est parties et c'est pas complexe. bon. Ça fait beaucoup d'incertitudes et je sais pas si tu vois, mais il y a un mème assez connu sur Twitter qui est un peu celui de Thanksgiving où tu as le crypto guy qui arrive dans sa famille avec tout le monde qui le regarde un petit peu en attendant qu'il file des coins. Voilà. Là, avec Thanksgiving qui démarre ce soir là, aux États-Unis, clairement, on arrive dans une situation très différente de ce qu'il y a eu. De ce qu'il y a eu donc sur les années précédentes, hein. Enfin, parce que l'année dernière il y avait eu un creux au moment de Thanksgiving, mais en 2020, c'était un peu la folie. Là, clairement, les discussions qu'il va y avoir dans les familles américaines autour de FTX, Genesis, du Bitcoin et de Ether, ça risque d'être un week-end assez sportif en perspective, sans compter ben, le hacker fou qui peut, qui peut dumper à nouveau. Qui peut tout dézinguer, effectivement. Et puis, je pense que Thanksgiving, effectivement, va être un passage parfois un peu compliqué à certains, Avec les marchés fermés hein, pendant ce mois. avec les marchés actuels, mais je pense que Noël pour nous, ça va être un peu les mêmes types de discussions, hein. Donc on verra bien. Non, en tout cas, ce qui nous sauve encore une fois, c'est la macro, hein, parce que les marchés traditionnels vont bien. De ce côté-là, tout va bien, et je pense que tu as quand même un support un petit peu technique vis-à-vis des risques assets qui est plutôt bénéfique en ce moment. Et heureusement qu'on a ça. Après, Ouais, il y a quand même des bonnes nouvelles dans l'écosystème. J'ai vu qu'il y avait Refi Canadol sûr. qui était au MOBA, donc ça c'est quand Ouais, même super. une grosse première. On en parlait, donc c'est confirmé. On en avait parlé il y a quelques épisodes, donc c'est super nouvelle. Ouais. Super. C'est super de le voir là. En plus, c'est un artiste qui est top, qui a un grand charisme et qui fait les choses bien. Et puis, on avait vu cette news il y a quelques Bien sûr. mois sur le fait qu'il liquidait une partie d'art traditionnel, je crois, d'un Ouais. montant de proche de 70 millions pour acheter des œuvres justement digitales. Donc, c'est un peu le début des prémices
de cette histoire, je pense, même si, à mon avis, il y a beaucoup de choses à venir. Donc ça, c'est assez exciting. Il y a eu aussi un peu de mouvement du côté de Polygon. Alors, j'ai pas vu si finalement ils avaient fait l'annonce ou c'était resté à l'état de rumeur. Écoute, non, alors je suis allé vérifier et C'est bizarre ça quand même. on va dire, unconfirmed, hein. Donc hier, il y a eu des petits pumps sur Matic, enfin ça c'est courant, mais là des gros pumps même, avec tout le monde qui attendait cette annonce, de YouTube, sur les créateurs, avec, l'utilisation de Matic, de Polygon Matic. Mais pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. Mais C'est bon, vraiment je pense que bizarre, hein. c'est une question de temps. Après, il faut se rappeler Ouais, mais quand même les événements récents des partenariats de Google qui étaient quand même pour le dernier Google Cloud et Solana, quoi. Euh, donc ils ont peut-être été un petit peu échaudés, mais je pense que ça devrait venir rapidement. ce qui est juste bizarre, c'est que ils ont fait des partenariats qui sont assez extraordinaires dernièrement. Et là, spécifiquement, ils ont communiqué sur la date d'hier Ouais, bien sûr. en Ouais. disant qu'il allait y avoir une annonce. Et ils le font jamais. Donc, on s'attendait à un truc extraordinaire. Il y a beaucoup de rumeurs autour de YouTube. Et derrière, bah, il se passe rien. Donc, bon. Bon, on va voir si YouTube rejoint la liste de Meta, Starbucks, Nike, tout ça. Enfin, on espère en tout cas. On va surtout voir si Polygon va rejoindre la liste des ApeCoin et compagnie sur les délais, quoi. Alors ça, j'ai fait mon enquête aussi. Apecoin, donc normalement, on parle du 28 novembre, donc ce qui est maintenant. Alors que, C'est une enfin, vraie date, ça? parce qu'à la base, hein, on parlait de septembre, octobre. Enfin, ça a été repoussé pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées ici, notamment petit mot de maladie et tout ça. Mais donc là, normalement, on parle du 28 novembre, mais avec encore la possibilité quand même, hein, de repousser. En ce moment, la raison, c'est des bug bounty. Donc le Apecoin, on attend, mais en vrai, pas de communication de Yuga Labs et des communautés. Et Apecoin, ben, on verra ce qui se passe le 28 novembre. Ouais. Il y a un petit changement de council, non, si j'ai bien compris. Ouais. Il y a une partie des membres qui step down et une Et- élection pour des nouveaux membres à venir ouais. là-dessus. Donc, bon, ça va peut-être réinjecter du sang frais, d'énergie, ce qui est C'est ce qu'on peut-être pas une attend. mauvaise chose. En revanche, la collection forte quand même aussi qui ressort là, c'est Azuki. Ouais. Azuki très fort, hein, ça fait plusieurs semaines franchement, il y a plein d'annonces. Ils n'arrêtent pas. Ils vont chercher des gros holders asiatiques. On parlait des skateboards en or, 24 carats. Et là, il y a quand même donc le sponsoring là, d'une équipe de Formule 1 là, avec Red Bull Racing. Donc ça, c'est quand même excellent. Ouais, c'est top parce que effectivement, je sais pas si c'est vraiment attendu. En tout cas, moi, je savais pas que ça allait arriver. J'avais pas entendu de rumeur sur l'histoire. On savait qu'il allait se passer des choses, mais de voir Red Bull Racing en Formule 1, c'est quand même un gros morceau. En plus, ça a l'air de bien s'imbriquer un peu dans leur branding, un peu luxe. Effectivement, comme tu le dis, des skateboards en or, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de vendre des montants pareils en bear market. Donc Azuki fait vraiment un boulot assez impressionnant. Et puis graphiquement, c'est top. Enfin, ça s'imbrique bien. Et Il y a une ouais, grosse équipe. On voit je pense que c'est le genre des de gros nouvelles holders. qui, en Ouais, bull market, aurait propulsé le floor ouais. de la collection, mais dans la stratosphère. Ah, bien sûr. Là, un petit peu moins vu le contexte habituel. Bon, ça reste dans les niveaux qu'on a vu récemment. Mais en Ouais, tout cas, c'est top de voir ça. On a vu aussi les Moonbirds qui ont l'air de sûr. progresser tranquillement de leur côté avec cette histoire de on-chain. Donc, Ouais. euh, ils ont passé leur NFT, en tout cas une partie de leur NFT. Je ne sais pas si c'est tout l'écosystème Ouais. on-chain. Donc, je Bah, connais pas les détails j'ai pas regardé les détails de l'affaire, mais c'était un point qu'ils avaient mis il y a longtemps. Donc, voilà, ils non, mais progressent tranquillement de leur c'est côté bonne là-dessus. nouvelle, mais qui va tout à fait dans le sens de ce que Kevin Rose avait un peu enclenché aussi avec la suppression la suppression des droits, du CC, le passage au CC0. On s'y attendait un petit peu. Donc non, non, super nouvelle. Et on parlait de Pudgy Penguin aussi quand même. Ouais, alors il y a une vente de Pudgy Penguins en cours chez Mhm. Sotheby's. Il y a un certain nombre de Pudgy Penguins. Je ne sais pas comment ils sont retrouvés là exactement. En tout cas, ils sont en vente aux enchères pour les amateurs. Et ils ont sorti en parallèle les premiers Soulbound tokens. Si Ouais,
bien suivi, donc Bah écoute, c'est. on en parlait la semaine dernière, mais donc ouais, ça devait sortir. On avait parlé de décembre, mais génial si c'est eux qui sortent ça en premier, c'est très Bah, intéressant. ils ont l'air d'être au taquet. En tout cas, il y a clairement des entrepreneurs à la tête du projet. On rappelle, hein, c'était un projet qui avait été quasi abandonné, hein, Ouais, qui avait été revendu finalement fin d'année dernière à un nouveau gars, donc Lucas Netz, ouais, si j'écorche pas son nom, qui avait déjà fait un peu du turnaround sur des marques de streetwear. Je crois. Donc, clairement, quelqu'un qui est pas à son premier coup, mais qui est très jeune. Et visiblement, bah, ils progressent tranquillement de leur côté. Donc, c'est sympa de voir ça. Et alors, je sais pas si c'est lié à cette ambiance, mais il y a quelques grails là, qui ont été vendus là, sur les 2-3 derniers jours. Et aujourd'hui, notamment, on a vu un Bored Ape, un Gold Bored Ape qui est parti pour 800 Ethers là, il y a moins d'une heure. il Il y y a en a eu- qui n'ont pas peur du bear market en tout ah cas, bah, il qui y n'ont en pas, a. qui n'attendent pas la capitulation. Je sais pas s'ils utilisent justement le prix bas de l'Ether pour rentrer dans des pièces assez iconiques, mais en tout cas, il y en a qui déploient du cash dans les NFT. Il faut voir que les volumes, quand même, de manière générale, sont bien bas hein, par rapport à ce qu'on a connu. On a atteint des points bas de l'année. Mais sur les Grails, ça a l'air de reprendre un petit peu. Donc, je sais pas si c'est les prémices d'un marché un petit peu meilleur sur les semaines qui viennent. À mon avis, ça va dépendre quand même pas mal de ce qui se passe du côté de Genesis. Mais en attendant, voilà, il y a un Moonbird aussi qui a été vendu pour 44 Ethers, je crois, il y a moins d'une demi-heure. Donc il se passe des choses Non, sur les super grails des intéressant. collections. Ouais, Donc super bon. intéressant. Et puis Au-delà de l'actu, ouais. même les drops récents, je sais pas si tu as regardé, mais t'as deux, trois choses qui sont sorties. T'as Vala, Ouais. Vala, je sais pas le dire. T'as Cellmates et State of the Art par Oui, ThinkUX, ça c'était qui est un artiste attendu, ouais. connu. Ouais, ouais, ouais. Et les deux étaient sur des mints assez élevés hein, en termes de prix, entre D'accord. 0,25 et 0,5 par Ouais, pièce, et ouais, ça traite bien sur le secondaire. Hein. ouais. Ouais, 0 super, hein, super. 0,7 sur les deux premiers et 0,4 je crois sur State of the Art par ThinkUX. Donc le marché est pas mort, hein. C'est Ouais, bien mais ça. il se passe quelque chose, il se passe Et quelque chose. Radio Pump aussi, on n'en parle pas assez. Ah, et Rogue tout à fait, ouais, bien sûr. Il y a, il y a Ah ouais. encore un gars qui s'est fait un petit sweep de 160 rugs en deux, trois parties, voilà, ça fait monter les prix. Mais on voit une émergence, en fait, on voit un regain de prix sur les projets qui commencent à maturer un petit peu, sur lesquels il y avait clairement derrière des gens qui construisaient et qui faisaient des choses. Donc c'est la transition facile vers Bilal, je pense. Ah, bien sûr. Et donc, excellent. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on est ravi d'accueillir Bilal, qui est un pilier du Web3 français. Et donc, je ne sais pas s'il est là. Je suis Salut là, Bilal, je suis ça là. va? Ouais, Yes. nickel, nickel. Merci beaucoup pour l'invitation. Trop marrant que vous parliez d'Azuki. J'étais au Grand Prix de Formule 1 Ah, ce ben alors, week-end. je savais, Bilal, justement, je voulais en parler. Moi, je sais que tu es un fan de karting et de F1. Et donc, tu étais au Grand Prix? Ouais, j'étais au Grand Prix et Tezos était archi vert parce qu'ils ont déplacé le logo de Tezos pour mettre le Azuki. Et du coup, ça a fait un peu un drama pendant le Grand Prix. Ah Mais non, sinon, c'était un ouais! super moment. Ah, c'est Mais donc du coup, ça l'histoire. et tu voyais Azuki en gros, où ça exactement? Ouais, il était le côté, sur les côtés de la carrosserie. Waouh. Et ouais, ouais, ils l'ont fait en gros, ils se voyaient bien. Et ils en ont un petit peu parlé euh, dans les hospitalities. Et c'était assez marrant, ouais. Et normalement, Tezos devait être sur la voiture aussi, c'est ça? Ouais, en fait, ils y Ouais. étaient. Ouais, Mais du ils coup, étaient. ils ont déplacé le logo un peu de Ouais. Tezos qui se voyait moins Ah ouais, ouais. pour le Azuki. Ah d'accord. Qui était une espèce de collab Red Bull Azuki. Il était vraiment trop stylé Ah, le ça a l'air trop design. stylé. Ah, ça a l'air trop stylé. Et ceux qui n'y étaient plus, en fait, hein, au Grand Prix, si on a bien compris, c'est FTX, quoi, en fait, hein. Ah bah clairement. Par contre, trop marrant, il y a eu des grosses annulations dans les gros restaurants un peu Ah oui. huppés où ils avaient booké v'là les tables. Par contre, ils n'ont pas réussi à enlever les logos partout. Donc il y avait encore du FTX à droite à gauche. Je sais pas qui ils ont rincé, mais à un moment, il y a 50 personnes qui sont venues avec des voitures de luxe, full brandé FTX. Bon, les mecs, ils ont quand même kiffé la caisse de luxe. Waouh.
Il y en a qui sont repartis avec la voiture ou pas pour faire la contrepartie par rapport à ce qu'ils ont perdu? Franchement, ça m'étonnerait pas. Il y avait aussi, comment il s'appelle là, Kevin, Justinson de Tron. non, attends, je te retrouve son nom. Kevin O'Leary. Ouais. Euh, Ah oui, l'investisseur dans FTX, celui qui est dans Shark Tank, là, exactement, c'est ça? Ouais, ouais, exactement, très bien. exactement, Mm. exactement, exactement. Le mec Oui, qui a oui, dit, oui. Donc lui, il avait vachement vendu SBF et grave, FTX, en effet. Ouais, ouais, ouais. il était là en djellaba en train de fumer sa chicha, c'était à mourir de rire. Bon, c'est bien, il y en a qui perdent pas Ah, le donc, sens mais de l'humour. t'as dû te régaler, donc, Bilal. Et c'était trop marrant. Il y avait tous les fonds d'investissement de la Terre qui sont venus au Middle East pour Raise. Je vous jure. Je vous jure, j'ai croisé tout le Bah, monde. c'est là-bas que ça se passe en ce moment. J'ai l'impression que c'est une des grosses sources de liquidité qui est encore là, parce que c'est vrai que les marchés un peu plus, enfin le marché américain, bah voilà, on se prend la Fed un peu sur le coin de la figure. Bien sûr, Euh, on l'a vu, Sisi qui essayait d'aller lever des fonds là, pour son recovery fund là, à Abu Dhabi aussi. ouais. Ouais, il y a Bah plein ouais, d'infos. Exactement. Il y était tout le la monde va semaine là-bas, quoi. d'avant. Comment il s'appelait là, ce truc? C'est un peu un World Economic Forum. Oui, ouais, oui, tout à fait. Le mec quelque chose, mec lisse, Ah putain, je sais Ouais. plus. Et écoute, moi j'ai vu un extrait qui faisait assez froid dans le dos de Nouriel l'économiste Roubini? là, Nouriel Roubini là, qui critiquait Ah Sisi là, ouais. c'était assez effrayant hein, ce Ah truc. ouais, il s'est fait calmer après, apparemment. Les gens lui ont dit, attends mec, on t'invite ici, t'ouvres ta gueule comme ça. Ouais, tout à fait, t'as raison, et c'est ce qu'a dit Sisi. Je trouvais la défense assez bonne. C'est à partir du moment où tu es invité à l'événement, tu considères que c'est ceux qui l'organisent qui choisissent, et si la liste des invités ne va pas, ben tu viens pas, quoi. Grave. Mais c'était assez violent hein, de parler de Sisi en tant que time bomb humaine, quoi. Enfin, ouais, ouais. Enfin bon, Bilal, donc bah, merci pour cette info exclusive sur la F1, c'est trop cool. Et donc, non, comme je disais, on est vraiment ravis de t'avoir et on aimerait bien te parler un petit peu ben, de tes nouveaux projets. Donc, ben, déjà aussi, ben, tu es assez connu quand même pour avoir créé Dogami, qui est quand même Yes. un méga projet. Et on aimerait bien aussi parler de Pirates Lab, où moi je suis passé régulièrement dans vos locaux qui sont géniaux, qui font un super incubateur, et je pense qu'il faut qu'on en parle encore plus. Et de tes projets aussi d'école peut-être. Euh, Ouais, carrément, carrément. Bah, pour me représenter rapidement, for merci. the record, bah, je suis un entrepreneur, vraiment, ça me gratte. J'ai besoin de créer. Ça tombe bien, dans le Web3, il y a pas mal d'opportunités et il manque pas mal de choses. Donc, j'ai toujours essayé de pousser pour que l'écosystème se développe avec vraiment une vision très systémique, pleine de synergie. Et en effet, historiquement, j'avais commencé avec Equisafe, qui se voulait être une plateforme de tokenisation qui avait vocation à apporter un peu plus de liquidité sur les marchés privés, notamment en immobilier. Génial. Euh, Et Bilal, juste, et ton premier contact, toi, blockchain, c'est quand en fait alors, j'en ai eu deux. Ouais, ok. J'en ai eu un premier qui était en 2013 quand j'étais à la fac. Ouais, Et en fait, alors j'adore raconter cette histoire parce que les gens me prennent pour un dégénéré. Mais j'étais dans une Fab Lab. Donc, une Fab ouais. Lab, c'est une sorte d'endroit où, où tu peux faire tes propres TP de physique, où il y a des imprimantes 3D, il y a des ordinateurs, il y a des fers à souder, etc. Et en fait, je m'amusais, c'était en 2013, je m'amusais à essayer de designer en 3D le casque de Iron Man et de l'imprimer. Ah ouais, ah oui. Et donc, je me prenais déjà pour, pour, euh, pour un entrepreneur. Et, T'étais prêt pour le Web3 et l'entrepreneuriat. et au final, il y avait des mecs qui étaient en train de syndiquer, enfin de relier des Arduino. Donc des Arduino, c'est des Ouais, mini-ordinateurs qui servent à programmer des robots. bien Et ils sûr. les mettaient les uns après les autres. Et je comprenais pas ce qu'ils faisaient, les types, parce qu'ils n'étaient pas en train de programmer des robots. Et en fait, ils étaient en train de miner du Bitcoin. Excellent. Et en fait, j'ai d'abord été attiré par le côté un peu hardware, tu vois, Mm, MacGyver, bien de, sûr. de, de,
de connecter différents trucs, de setup le bordel et de voir ce que ça faisait. Et j'avoue que j'avais pas trop compris à cette époque-là. Moi, j'étais en physique, donc à cette époque-là, tout ce qui était économie et je dirais même enjeu sociétal, c'était pas des choses Ah, c'est marrant, je parlaient savais pas du tout que forcément. tu venais du hardware. Ah, c'est trop marrant, super. Ouais, à la base, je suis physicien et donc du coup, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de bricoler. Ok, vas-y, j'ai envie de faire la même chose, ça a l'air sympa. Donc, ils m'expliquent le délire des bitcoins, monnaie d'internet, etc. Et bref, je réalise pas le potentiel, je l'avoue, à ce moment-là. J'étais plus attiré par la curiosité hardware et Hmm. je me retrouve à miner des bitcoins avec des Arduino. Puis après, je récupérais les vieux ordinateurs du cabinet médical de mes parents et je les syndiquais un peu de la même manière pour continuer de miner du bitcoin. Voilà. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dans la crypto. Et puis après, j'ai eu donc là, c'était plus le côté ingénierie. Puis après, quand j'ai fini mon master de maths, je suis en fin d'année, il y a un mec en face de moi qui est en train de trader un truc que je comprends pas. Je dis, attends, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ouais, c'est du Bitcoin. Je dis, attends, mais je minais du Bitcoin il y a 3 4 ans. Je savais pas qu'on pouvait le trader et tout. Ok, Ouais. cool. Bah, vas-y, je commence à trader du Bitcoin. Et donc, après, je suis rentré par l'angle trader, mais en fait, ça m'allait pas du tout. Moi, je suis pas un Hmm. trader. J'aime pas me connecter tous les jours. J'aime pas voir le truc. Ça te fait stresser. Enfin, donc, je préférais genre investir petit à petit. Et à ce moment-là, je suis vraiment rentré dans la philosophie derrière Bitcoin, la décentralisation, la réserve de valeur pour se hedger de l'inflation. Et là, je me dis, OK, ce truc, c'est le Ouais, futur. Et bien je sûr. commence pas mal à me focus dessus. Évidemment, j'en parle à tout le monde, je fous tout le monde dedans. Et donc voilà comment je suis rentré dans le Bitcoin. Puis après, je suis allé en école de commerce. Et Ouais. bon, là, j'ai un peu laissé les trucs de côté. Si, d'ailleurs, ça m'a payé mon master à l'ESCP. Mais j'ai un peu laissé les trucs de côté. Et puis, je me remets dedans juste avant le crack de 2017. Ouais. Et en fait, j'ai un gros coup de chance. Je vends une partie de mes bitcoins à ce moment-là pour payer mon master. Et 2 mois après, il y a le crack où ça passe de 17 000 à 7 000 ou un truc comme ça. Ouais. Et bon, j'avais fait rentrer mon père à ce moment-là, il était architecte. Mais, euh, mais voilà, au final, j'ai fait un peu de discounted cash flow à en foutre un petit peu tous les mois, ce qui me restait de ma bourse étudiante. Et voilà, et puis à un moment, donc moi j'avais un profil plus data, Bien et sûr. puis à un moment, je me dis, attends, c'est un peu congestionné, tout ce qui est data scientist dans le marché. Et Hmm. je me dis, où est-ce que c'est le Far West? Où est-ce que, tu vois, où est-ce que je peux aller? Où il y a des opportunités? Où je peux vraiment utiliser mon background mathématique? Et Ouais. au final, la blockchain me parle assez bien. Et après une expérience chez Rothschild en private equity, je me Ouais. dis, bah tiens, il y a peut-être moyen de digitaliser le back-office en utilisant la technologie blockchain pour digitaliser des registres d'actionnaires. Bien Donc, des sûr. registres d'actionnaires de sociétés privées, c'est des cahiers Clairefontaine dans lesquels les avocats rajoutent des lignes à chaque fois qu'il y a une session. Bien Et je me sûr. dis, bah tiens, pourquoi on ne créerait pas une solution pour digitaliser tous ces registres, les indexer et pouvoir créer des moteurs de recherche pour les rechercher plus facilement? Parce que la problématique des fonds de private equity, c'est ce qu'on appelle le deal sourcing, c'est-à-dire ils ne savent pas trop quelles sont les boîtes, qu'est-ce qu'elles font, quelles valeurs elles ont, etc. Et c'était ça un peu l'idée qui m'a amené à créer EquiSafe. Hmm. Euh, Lors d'un court passage en boîte de conseil, je comprends que c'est un peu ce que font les dépositaires pour les boîtes cotées. Je digue un peu le sujet, je rencontre mon associé Frédéric Bertoya qui avait un parcours Legal Tech parce qu'il était avocat et il avait fait Ouais. l'école 42. Et on était assez complémentaires et en janvier 2019, on démissionne tous les deux, on crée EquiSafe. On fait la première transaction immobilière sur blockchain en Europe qu'on appelle l'opération Incroyable. ANA sur un hôtel particulier de Génial. 6,5 millions d'euros à Boulogne-Billancourt. Le Waouh. truc buzz de ouf. Ouais. On se retrouve à être contacté par tout le monde, principalement des opportunistes, je vous le cache pas, mais par tout le monde. Mais au final, on n'était pas vraiment prêt à onboarder autant de gens. On se retrouve par traverser le désert, puis Mais au ça, final, tu l'as fait en quelle année cette opération immobilière c'était sur l'été 2019. Ah ouais, dis donc, c'est super en ligne. Ouais, ouais, C'était l'été 2019 ouais, et voilà, on traverse un peu le désert bien et sûr. puis mi-2020, on a plutôt un product market fit.
Et Ouais. puis, product market fit, ça veut dire tu sais quoi dire, à qui le dire pour closer le mec avant de raccrocher. Donc là, bam, je congestionne le pipe commercial pendant 3 mois. Je processe un petit peu bien la boîte. On n'avait pas besoin de lever de fonds. Tout le monde savait un peu ce qu'il avait à faire. Et puis, en fait, en vrai, je commence à me faire chier, tu vois. Et je me dis, putain, ça me démange là. Qu'est-ce que je peux faire encore et en fait, ce qu'on nous reconnaissait bien, en toute humilité, c'est qu'on était des bons techos. On comprenait Ouais, bien la tech. Personne n'arrivait à nous challenger. On avait une bonne vision de métier transversale de la techno. bien Et, sûr. euh, et du coup, je me dis, bah, tiens, comment est-ce que je peux mieux monétiser ça et en fait, j'avais à la fois envie d'être entrepreneur et à la fois envie d'être investisseur. Et en Mmh. fait, le modèle qui te permet de faire les deux, c'est le modèle de Startup Studio. Bien Et sûr. c'est là où on came up with the idea de Pirates Lab. Ouais, Alors pourquoi ça s'appelle Pirates Lab aussi? Ça, c'est une histoire. En fait, EquiSafe, ça a 2 licences, une de l'AMF, une de la CPR. ouais. C'était tellement relou, lent, Ah ouais, bien sûr. protocolaire, que en fait, je me suis dit, putain, mon prochain truc, je fais pas un truc B2B, je fais un truc B2C, et Ouais. je fais un truc de pirate, faut qu'on y aille, que ça déroule, et quand on aura des problèmes de riches, on avise, tu vois. Du coup, bah, j'appelle ça Pirate Lab, tu vois, pour la mentalité, puis je trouvais que la piraterie collait bien à la mentalité Web3, tu vois, un Bien peu sûr. libertarienne, décentralisée, très équitable, en fait, dans la Mmh. répartition des butins. Et du coup, je me dis, tiens, ça colle bien, allez, go, on fait ça. Alors, au début, on n'avait pas vendu notre boîte 200 millions comme Thibaut Elzière de Faut te eFounder. ouais, Donc, on se met un peu under the radar. On bien sûr. lance une première boîte qui s'appelle SmartLink, qui est un exchange décentralisé qui devient rapidement un peu le Uniswap sur Tezos, même si on a 1 millième de la liquidité d'Uniswap. C'est un peu le DEX qui a le plus de volume. Cool. Et ça marche super bien parce qu'on a créé un modèle assez vertueux où en fait, quand on investit dans une boîte, on essaie d'avoir une approche très qualitative, c'est-à-dire que nous-mêmes, on se staffe dans cette boîte-là. Donc Ouais, on est employé de la boîte pendant 3 à 1 an. Des fois, bah, Smartlink par exemple, on est resté 3 mois. Dogami, je suis mmh. resté 1 an. Ouais, Et l'objectif, c'est, tu vois, de se staffer à 2 niveaux. La partie CTO, parce que c'était bien sûr. l'expertise tech qu'on avait, Ouais, et la partie CFO as a service, parce que foncièrement, ce que fait EquiSafe pour des fonds d'investissement, c'est c'est un peu ce que ferait un comptable, un fund admin bien sûr. pour des sociétés. Et en fait, on décide de mutualiser les fonctions support, qui sont le financial reporting, le HR, le legal, l'accounting, euh, pour les mutualiser auprès des boîtes, comme on avait aussi un petit peu cette expertise avec EquiSafe, mais surtout pour que les founders puissent se focus sur vraiment le produit, créer la Ouais, valeur, développer. Moi, je me rendais compte chez EquiSafe que je passais facile 35-40% de mon temps à relire des docs juridiques, à vérifier bien des sûr. docs, à payer des Ouais. avocats, des Faire de à faire comptables, à faire de des l'admin, commissaires ce aux qui est comptes, incroyable. Ouais, bien sûr. à faire l'admin, quoi. Ouais, Donc voilà, on essaye de créer un modèle vertueux où ben, on investit, quand on investit, puis après on se staff, on récupère une partie de notre investissement, mais on participe à la création de valeur. Et on mutualise des fonctions qui sont un peu time consuming et qui sont pas forcément les plus sexy. On va pas se mentir quand tu es un entrepreneur. mmh. Donc voilà un petit peu le modèle de Pirates. Trop On fait bien. SmartLink, ça marche super bien, on lève 3 millions, la boîte crash du volume. Et puis là, je me dis, tiens, il y a la vague NFT. Ouais, euh, et je trouvais que là où c'était un no-brainer, la proposition de valeur, c'était dans le gaming. ouais, Et je me dis, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec des NFT dans le gaming? bien Je sûr. discute avec des gens à droite, à gauche, et puis je tombe sur Adrien Magdelaine, qui était un de mes anciens investisseurs de ma première boîte, qui avait monté Wamiz, qui est un Wikipédia pour chiens et chats, donc un truc dans la pet industry. Il avait vendu ça à Nestlé. Et puis, Mmh. fort de la discussion, on pense gaming, NFT, animaux. Et puis là, on se regarde, on se dit Tamagotchi, Nintendogs, et puis genre Eureka, quoi. On se dit putain, c'est un no-brainer. On va refaire Tamagotchi avec des NFT, de la réalité augmentée pour rentrer un petit peu dans la traîne métaverse, pour rendre le truc encore plus réel parce que tu le contextualises dans Génial. ton environnement. Ouais, Et puis trop fun, ça fit trop bien avec Adrien. Comme j'étais en train de monter Pirates Lab depuis 2 3 mois, j'ai pas envie d'être CEO. Du coup, je débauche un ancien camarade de classe de l'ESCP à moi qui était chez BCG, qui je savais pouvait exécuter comme un porc. Et du mmh. coup, bah, nous trois, on déroule.
Et puis, le marché était top. On Ouais, lève bien 3 sûr. millions en equity, 3 millions en token, on développe une bonne vision, on recrute, on attire des talents, on recrute des gens trop cool comme Grégory Magadou qui a passé 20 ans chez Ubisoft et c'est à lui qu'on doit la cuteness des chiens. On recrute Chris qui est un Chief Branding Officer qui a travaillé avec un mec qui s'appelle Neville Brody, qui a fait le logo d'Hello Kitty, la typo de Supreme, la bouteille de Coca-Cola, donc que Voilà. des grands noms. Et puis voilà, on a un peu la folie des grandeurs. Non, mais méga, méga projet, méga projet. Tout le monde en a entendu parler d'Ogami. Et franchement, c'était au niveau français, c'était vraiment un projet qui, je pense, nous a fait rayonner, quoi. Et le timing était incroyable aussi, je pense. Le timing était incroyable. Mais en effet, franchement, moi j'ai la chair de poule. Tu sais, je vais en Colombie, je croise un mec dans une soirée, il a des Dogami, il me montre ses stories Instagram où il mettait le filtre Dogami. Chris, il va à LA, il y a une meuf qui fait 4 heures de voiture depuis San Diego pour le rencontrer avec son loot pack et sa casquette et son t-shirt Dogami. Incroyable. Partout où je vais, ce que j'adore, c'est quand les mecs me disent le premier NFT que j'ai acheté, c'était un Dogami. Alors là, putain, c'est le plus beau qu'on peut me dire, quoi. Ah ouais. Non, mais moi je me souviens, moi j'avais voulu participer à un drop que vous aviez fait qui avait été sold out sur souscrit aussi. Enfin, non, franchement, le momentum il était dingue. Enfin, c'est incroyable. Et Momentum, ça, c'était quand, du coup, Dogami, le début? alors, Dogami, le début, c'était avril-mai 2021. On crée la boîte mi-juillet. On lève des fonds, on va dire, entre septembre et décembre. Et puis, en janvier de 2020, ouais, 22, Ouais, c'est ça. on commence à exécuter la com. On fait le premier meet le 22 février. Ça sold out. On liste le token, ça se passe bien. On fait un deuxième mint, on resold out. Là, on se dit, bon, et si on vendait autant d'accessoires Gap, parce qu'on a fait un Ouais. partenariat avec Gap, que de NFT depuis le début de l'année, boum, en moins de 4 heures, on vend autant de NFT que depuis le début de l'année. J'adore cette punchline, by the way. Et, euh, et voilà, ça se passe plutôt bien, communauté adorable. Franchement, les mecs sont des putains de dog lovers. Ils sont super bienveillants sur le Discord. Euh, Personne ne s'embrouille, ça s'échange des photos de son chien, ça raconte des anecdotes sur leur chien. Enfin bref, la Ah, mais communauté de dog lovers est la incroyable. recette était extraordinaire entre les chiens, le Web3, le gaming, le Tamagotchi, tout ça, c'était super. C'était super. Donc ouais, voilà. Et puis bah, fort de cette expérience, là, on décide de rendre Pirates Lab public. On prend quasiment 1000 mètres carrés de locaux à Levallois-Perret parce qu'on voulait avoir de l'espace et pas se marcher dessus. Et, euh, Les et locaux puis, sont dingues, hein, les locaux sont dingues. Et d'ailleurs, Bilal, j'invite enfin, nos auditeurs à guetter hein, sur ton site, sur le site de Pirates Lab, les événements que vous organisez le jeudi soir. Là, franchement, c'est super sympa de faire profiter de cet espace. C'est top. thanks. Bah ouais, ce soir d'ailleurs, il y avait un event sur les femmes dans le Web3 organisé par l'asso Women in Web3 qui est Hmm. cofondé par Naomi Aliwa et Ava Kouana, qui sont deux étudiantes respectivement de Polytechnique et de l'ENSAE, qui sont adorables et qui bossaient très bien, qui ont lancé cette initiative. Incroyable. Demain, il y a un event sur la DeFi avec Julien Bouteloup, Arnaud Dartois. Excellent. Qui est modéré par un journaliste de la GFI. Donc à chaque fois, il y a 100, 120 personnes qui viennent, c'est sold out, c'est très bonne ambiance, ça fait plaisir, surtout après cette période de Covid Ouais, où, bien sûr. voilà, on savait plus dans quel monde on vivait, si on était dans une simulation ou si c'était la vraie vie. Et, euh, et ouais, on a réussi à recréer le momentum. Et en fait, le maître mot pour nous, c'était d'animer, de fédérer l'écosystème, de refaire ces événements où tu avais à la fois des mecs de Rothschild et des hackers qui se parlaient, quoi, parce qu'il n'y a que dans le Web3 que tu vois ça. Et c'est cette diversité qui apporte autant. Parce que, quel que soit ton background, au final, et c'est là où on voit que c'est vraiment un, un phénomène culturel et générationnel. Hmm. C'est qu'il y a des gens, voilà, ils n'ont pas envie d'avoir un balai dans le cul, ils ont envie d'être détente, ils ont envie d'échanger, de ne pas être intéressés, de creuser, ils sont ambitieux et voilà, ils veulent participer à cette révolution. On sait que ça va prendre 30 ans.
On sait qu'il y aura des cycles économiques, Ouais, mais les plus résilients, je pense, en sortiront grandis. En tout cas, nous, il est hors de question qu'on abandonne bien sûr. un chouïa pour pour les années qui arrivent et bien plus, j'espère. Et voilà, et puis pour finir un petit peu rapidement le pitch, on a recruté Ouda Leroy, Ouais. qui était une des directrices de campagne d'Emmanuel Macron sur la partie French Tech, Mmh, qui est venue un peu structurer Pirates Lab pendant qu'on était staffé dans les différentes boîtes. Elle a créé bien sûr. différents programmes, elle a recruté les personnes qu'il fallait pour pouvoir gérer l'incubateur. Et puis voilà, on va dire que 18 mois après, on a investi dans 25 boîtes juste à présent et Ouais. sur des thématiques gaming, marketplace et finances décentralisées et un petit peu d'infra. Mais voilà, on essaye d'être agressif, de faire des investissements de conviction parce que nous, on est les premiers investisseurs. On n'est pas des investisseurs followers comme tous les fonds qui sont rentrés en mode FOMO dans FTX. On essaye de faire des trucs qui ont du sens. Notamment à l'image de Lézard House, la galerie d'art qu'on a lancée à Barcelone, Bien sûr. euh, qui est un peu l'équivalent de la NFT Factory à Paris, où on est aussi actionnaire d'ailleurs, avec l'idée de redonner son essence au NFT, qui est ce certificat de propriété, de l'associer à des objets physiques et des objets physiques qui sont générés à partir d'algorithmes techno. Donc Oui, bah, c'est l'idée qu'il y a. on a reçu ici Jacques et Alex pour nous parler de Between Lines, qui est aussi ton projet, Bilal, et franchement, c'est super projet. Et là, j'ai vu d'ailleurs qu'on pouvait commencer à faire imprimer les NFT en 3D, là. Exactement, on est en train de publier au fur et à mesure les différents matériaux, Mhm. les différentes customisations avec les différents prix pour que les gens puissent maintenant commander leur Between Lines. Et en effet, on a créé ce modèle où tant que tu as le NFT, tu peux faire produire autant de fois que tu veux ton œuvre et la recevoir. Et on essaye de donner son sens au NFT et à l'art sous-jacent. Ah, mais c'est génial. Et on déjeunait avec Samy de la NFT Factory ce midi là avec Normandie. Et je voyais un de tes tweets et c'est sûr que ça serait, il faut absolument qu'il y ait donc des sculptures Between Lines à la NFT Factory, ça serait top. Ouais, c'est en cours de discussion. Trop C'est un bien. peu occupé sur leur lancement. Bien sûr. Ça prend quand même de la place aussi, les structures physiques. Donc, on attendait que leur second étage soit dispo. Mais oui, évidemment, dans les prochains mois, il y aura un Between Lines à la FNFT Factory, ça fait aucun doute. Génial. Ah bah, écoute, trop cool. Bah, franchement, et donc, et les projets aujourd'hui sur lesquels vous vous focussez avec Payrats, c'est tu me parlais un petit peu peut-être d'école aussi? Ouais, tout à fait. Alors, il y a deux choses qu'on est en train de faire Mmh. en 2023. Le premier, c'est qu'on essaye de faire des joint ventures avec des corpos Ouais. pour deux raisons. Pour minimiser un petit peu notre exposition, parce que jusqu'à présent, on investissait principalement avec notre balance sheet Mmh. et du coup, on portait tout le risque. Là, on essaie de faire investir des corporates et puis ça nous permet aussi de leur mettre un pied dedans et Bien sûr. de leur monter des use cases très concrets qui se déroulent très bien dans leur secteur d'activité. Donc il y en a un premier, alors il y en a deux dans le gaming, un que je Ouais, peux annoncer qui est avec la Ligue nationale de rugby, où on ouais, a fait un Sorare-like dans le rugby, mais là où Sorare essaye de faire le jeu de fantasy, le même jeu de fantasy football sur tous les sports, nous on essaye de faire différents jeux liés au rugby. bien sûr. Il y a un autre projet qui est ouais, je vais pas trop en parler, mais c'est aussi dans le Mmh. gaming. Je veux pas m'attirer le mauvais œil, je suis très superstitieux, donc je ne vais pas commencer à dire des trucs. Et il y en a un troisième avec un grand retailer, avec l'objectif de créer une app proxy qui va donner de l'utilité à n'importe quel NFT, n'importe quand. Et je vous donne un exemple pour caractériser bien le use case. L'idée, c'est de dire, bah tiens, tu peux aller, je sais pas, chez Casino, et que ton NFT de Dogami te donne moins 15% dans la pet food. Euh, Bien donc, sûr. histoire de transformer ton NFT Dogami, qui était un accès au jeu, que des retailers utilisent ces collections de NFT, parce que du coup, bah,
là où avant, ils utilisaient des ads et ils surpayaient avant de trouver leur cible, bah là, Ouais. avec les collections de NFT, tu sais tout de suite que Stephen, c'est des runners, Dogami, c'est des dog lovers, et ainsi de suite. Bien Donc, sûr, donc complètement, enfin réinventer, ouais, les programmes de fidélité, la manière de s'adresser aux communautés. Enfin, on l'a vu avec Starbucks aussi, enfin on va le voir avec Starbucks et non, super intéressant. Ouais. exactement, Et exactement. très important pour l'adoption au plus grand nombre de la technologie. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment le maître mot qu'on essaye de faire des trucs parlants, tu vois, l'image de Billy dans le ticketing, de faire des trucs parlants pour essayer de catalyser l'adoption du Web3 et de la dédiaboliser aussi. Bien sûr. Euh, et puis il y a une autre activité qui m'est chère, à la fois parce que moi j'enseigne depuis que j'ai 16 Mmh. ans, je donnais des cours particuliers, j'enseignais, j'étais Bien chargé sûr. de TD à la fac. Ouais. Puis depuis 5 ans, j'enseigne le cours de blockchain à l'ESCP. Et oui, J'avais envie de créer une école pour que les gens apprennent, complètent leur formation dans un environnement, tu vois, entrepreneurial, ouais. encore une fois. Et puis la deuxième raison qui est aussi très pragmatique, c'est que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire le switch Web 2, Web 3 parce qu'ils pensent qu'ils vont tripler leur salaire. Ouais. Et les mecs, quand tu les challenges, ils te disent ah bah moi la seule expérience crypto que j'ai eue, c'est que j'ai acheté 50 balles de Bitcoin la semaine dernière avant mon entretien. Euh, donc genre blague quoi. Et c'est pas du tout la mentalité Mmh. enfin en tout cas que moi je veux dans mon écosystème. Bien sûr. Je veux des mecs qui ont digué le truc, qui y croient et qui veulent se donner pour accélérer cette révolution. Ouais. Donc, euh, donc voilà, humblement, on a envie d'encadrer les futurs talents de cet écosystème et de leur partager notre expérience, notre vision, nos valeurs, Trop. euh, afin que l'écosystème soit un peu plus sain que ce qu'il ne l'est. Là où aujourd'hui, il y a pas vraiment, il y a pas beaucoup d'acteurs qui sont dans la formation. Non, c'est sûr, mais et non, je pense que c'est hyper important quand on s'est vu, enfin, on parlait de bah, il y a Alira qui est quand même, un beau projet. Tu me parlais, Bilal, aussi de Cryptosphère que je connaissais pas, mais qui est quand même super intéressant. Ouais, bah, Cryptosphère, c'est Thibault Langlois qui a créé ça il Ouais, y a 5 6 ans, qui est en ouais, fait une association étudiante. Et bien sûr. putain, qu'est-ce qu'ils ont été bons à exécuter. C'est que le Dingue. truc, Ouais. il est parti de Cage Marseille. Et maintenant, il n'y a pas une école de commerce ou une école d'ingénieur qui n'a pas une entité de Cryptosphère. Ouais, c'est Donc je crois que excellent, c'est mais la plus il faut grosse. qu'on l'ait, Thibault Langlois ici, c'est trop cool en effet. Ah, mais je te fais l'intro quand tu veux. Ouais, Il est super. adorable. Il fait un PhD à la Monnaie de Paris euh, sur la blockchain. Euh, il est super intéressant. Il est tellement adorable comme type. Et surtout, c'est un true believer, quoi. Le mec, depuis le début, quand il faisait des événements cryptosphère, ils allaient dans des bars, dans le. Je sais plus Ouais, comment elle s'appelle, là, cette année à Paris, là, où le mec acceptait des bitcoins dans le Lightning ouais, Network. le Charlie, non, c'est pas ça? Ou Carly? Ou un truc comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, Et ouais. bref, donc tu vois, genre un vrai mec qui essaie de faire les choses bien, quoi. Il est pas dans le bullshit en mode crypto, acheter des cryptos, c'est le futur. Non, le mec, il te dit, viens ici, viens expérimenter la crypto, viens payer, regarde comment ça se passe de bout en bout, quoi. Donc, et je pense que c'est aussi ce qui a participé, je pense, à l'ébullition et au rayonnement de la France dans Ouais, l'écosystème. bien sûr. Ouais, trop cool. Et Ouais. c'est marrant, mais en t'écoutant parler, on n'a pas du tout l'impression qu'on est en bear market là. C'est ultra bullish. On a l'impression qu'il y en a dans tous les sens, Ah, mais que je suis complètement d'accord, que les dans corporates sont là. Donc, est-ce qu'il y a quand même eu un petit shift au niveau des discussions que tu as avec les corporates et dans ton approche aussi de monter les projets, ou en fait toi tu déroules et tu te dis bah c'est business as usual. Puis Moi, finalement ça change pas personnellement, grand-chose. ouais, moi, personnellement, c'est business as usual. Je suis ni optimiste, ni optimiste, ni pessimiste. C'est we deliver, tu vois, c'est tout. mmh, Donc ça, c'est ma mentalité. Ensuite, comme on essaye, encore une fois, en toute humilité, de faire des trucs qui ont du sens pour les gens et que, voilà, ça fait 5 6 ans qu'on est dans l'écosystème. On a vendu des trucs B2B à des banques. On a vendu des chiens virtuels à 120 nationalités différentes. Euh,
je vais pas dire qu'on a craqué le truc, mais tu vois, je sais ce qui est bullshit, ce qui est pas bullshit, et comment faire en sorte que Bien sûr. le truc soit cadré. Mmh. Donc à partir de là, les corporates sont intéressés. D'ailleurs, ils mettent des tickets entre 500 et 2 millions dans nos boîtes, donc Mmh. ils ont envie d'expérimenter, mais, mais voilà, pas à coup de lancer de pierre, tu vois, ils essaient de bien le faire. Après, c'est les investisseurs un peu plus traditionnels et VC qui, eux, sont dans les cycles économiques, qui m'ont un peu gelé leurs investissements. Et d'ailleurs, alors, que Dieu m'en garde, mais normalement demain, on close officiellement la levée de fonds de la série A de Dogami, Ah, qui, pour la vérité, n'a pas été simple. Euh, Avec Luna qui s'est passé, avec FTX, c'était trop marrant. Hier et avant-hier, ça fait une semaine en réalité que la due deal est censée être terminée et que les mecs nous redemandent 50 000 docs en plus pour être sûr, tu vois. Donc ouais, on va dire que l'écosystème VC privé ouais. euh, et, était assez choqué, je pense. Mais à juste titre, hein, ils ont fait n'importe quoi. Bah, bien Et, sûr, bien sûr. T'as eu, au final, c'est ressorti vachement. C'était sur cet exemple. Comment est-ce que, tu vois, le fonds Temasek, singapourien ou les 16Z, tout ça, ont pu investir dans FTX? Sequoia aussi. Hein. Sequoia, oui. Enfin, quel était leur process de due diligence? Enfin, le non, fonds mais, Temasek, il te parlait de 6 mois de due diligence. Finalement, ils ont dit qu'ils s'étaient appuyés sur celle des VC américains, mais il y a eu une remise en question complète quand on n'arrive pas à attraper à voir la fraude comme ça potentielle et les failles dans le système. Ça a fait peur, je pense, hein, en effet, aux investisseurs professionnels. Mmh. non, mais enfin, moi, je suis ahuri que des investisseurs sont rentrés dans une boîte à 32 milliards de valo sans foutre un putain de board. Non, mais sérieusement, genre, la première levée seed, normalement, on te colle un board. Bien sûr. Moi, je me suis toujours tapé des boards et pourtant, j'en ai créé des boîtes. Et genre, je comprends pas comment il a fait, ce mec. Putain, il est trop fort. Il marchait sur l'eau virtuellement à un moment, donc effectivement, je pense qu'il a mis un peu tout le monde dans la seringue et il a joué sur le classique FOMO, quoi. Ouais, et c'est ça, moi, je conseille tout le monde de lire l'article qu'a publié Raphaël Bloch et Grégory Raymond de The Big Wells, où Mmh. justement ils décortiquent le rôle des VC dans cette affaire-là qui est sortie aujourd'hui et qui est gratos, s'il vous plaît, lisez-le. Mais, euh, mais ouais, c'est ahurissant, quoi. Euh, Non, non, bien sûr, et il faut surtout pas jeter, enfin que ça ait trop de conséquences sur le reste du marché et sur plein d'acteurs qui font les choses de manière super clean et notamment de manière hyper transparente, hein, ce qui est quand même, les principes fondamentaux de la blockchain, de la DeFi. Et pour le grand public, c'est pas évident de faire la différence justement entre ces échanges décentralisés, et la technologie de la blockchain. Alors qu'au final, enfin justement, c'est complètement opposé sur la transparence et le fait de maquiller ou de cacher des trucs. Mmh. mais non seulement c'est opposé dans les valeurs et évidemment en système opérationnel, mais en fait, euh, là, je suis en train d'essayer. Là, j'ai commandé à mes collaborateurs chez Pirates une série d'articles pour essayer de dédiaboliser le truc et de prendre dans la main. Mais fucking hell, un wallet, c'est télécharger une app, tu vois. Genre se Ouais, connecter à un exchange décentralisé, c'est appuyer sur un bouton. Versus le KYC de Binance et de Kraken et de FTX et du fait qu'une fois que tu leur envoies tes tokens, exactement comme dans les banques, c'est plus ton argent, quoi. sûr. Donc, et voilà, les gens sont enfin, désolé de dire ça, mais d'une fainéantise telle qu'ils pensent que c'est mieux, alors que c'est un no-brainer, que c'est archi risqué pour eux. Et donc, bon, en effet, les gens n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de diguer, donc on va essayer de faire une série d'articles, de contenus, et sous différentes formes, pour faire en sorte qu'il y ait le plus de gens qui puissent avoir des tutos, voir des vidéos, euh, voir des petits posts Insta pour leur expliquer comment télécharger un wallet, c'est quoi le concept d'un exchange décentralisé, la différence entre le parcours utilisateur d'un utilisateur sur un DEX et sur un SEX,
et d'essayer de vraiment faire comprendre la proposition de valeur et pas juste dire des gros mots comme décentralisé. Les gens comprennent pas, il faut leur donner de la perspective Bien sûr. et à juste titre. Donc je pense que là, le 2023 va être sous l'égide d'essayer de faire du contenu digestible, euh, que les gens vont comprendre, vont s'identifier. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui a manqué jusqu'à présent. Quand tu lis des articles sur Cointelegraph, c'est des pillards que des boîtes crypto ont payé. Quand tu lis du The Big Whales, c'est très bien, c'est très compréhensible, mais ça reste encore un petit peu niche pour des gens qui comprennent les enjeux financiers, qui comprennent l'investissement, qui comprennent un petit peu la crypto et qui veulent se tenir à jour avec du contenu vérifié. Ouais. Euh, mais je crois que ce qui manque, c'est vraiment un média sous un angle peut-être un peu plus fashion, Mmh. lifestyle, où au lieu de dire un NFT c'est un token non fongible, Mmh. d'expliquer ce que fait Nike avec des NFT, tu vois, c'est Bien beaucoup sûr. plus cool et c'est beaucoup plus compréhensible. Et t'as trop envie de le faire quand tu vois la boîte là d'artefacts avec Nike en réalité augmentée. Tu dis ah putain c'est trop cool, j'ai envie d'avoir ma box aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est ce qu'on voit arriver au final, et en effet, je pense que ça va être sur 2023 le truc super intéressant. C'est un petit peu la disparition aussi du mode de l'acronyme NFT, et plus trop voir la tech, qu'il y a en dessous pour juste voir l'intérêt d'avoir quelque chose qu'on possède, qui est digital, et qui est cool. Mmh. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais on va pivoter de comptoir NFT à comptoir Web3. Justement. Parce qu'effectivement, ça a l'air d'être, et tu vas peut-être nous le dire, Bilal, mais les corporates ont l'air d'avoir du mal à dire le mot NFT. C'est devenu presque un mot un petit peu tabou. Et puis le Web3, ça englobe quand même beaucoup plus de choses. C'est plus un peu l'éthos justement Mais du comme c'est Tout à building, fait, de l'entrepreneuriat, quoi. comme tout à c'était le fait. cas avant sur la crypto, hein, on parlait de blockchain, voilà, mais je pense que, voilà, par rapport à tous les problèmes, tous les hacks qu'il y a eu, il faut être capable de rassurer et de présenter des cas faciles, hyper simplifiés. Et avec tout ça, Bilal, t'as le temps de collectionner un petit peu à titre perso? T'as une collection d'NFT ou? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je dois en avoir une quinzaine sur Ethereum et une cinquantaine sur Tezos. Euh, j'aime l'art. Je suis un assez bon holder des NFT de Agoria Ah euh, ouais, très bien. que j'aime beaucoup parce que euh, pareil, ce qu'il fait, tu vois, c'est lier le vivant à la tech et se poser un petit peu la question de qui sommes-nous en réalité. Et je trouve ça super psychédélique. Enfin, je pourrais rester des heures en train de regarder les NFT d'Agoria. Et j'ai quelques autres artistes qui sont un peu connus sur Tezos. Et puis en fait, ce que je fais le plus souvent, c'est surtout soutenir des mecs qui, je trouve, font des trucs sympas. Euh, et euh, et c'est aussi ça, la philosophie du Web3. C'est pas une philosophie égoïste, je pense. C'est avant tout une- 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 de la collaboration et de l'entraide Ouais, euh, pour tester, expérimenter. Voilà, on sait que c'est que le début, on sait que ces use cases, c'est pas forcément les use cases qui seront là dans 5 10 ans, mais on est obligé de passer par là bien sûr. pour y arriver. Ah ouais, non, mais tout à fait, Bilal. Et tester, expérimenter, faire participer la communauté. Enfin, au final, cet engagement, il est hyper important, et on sait que les holders d'une collection, au final, ils font vraiment partie du projet, quoi. Bah ouais, et pour la première fois, on peut se retrouver entre communautés. Tu vois, typiquement, quand tu étais sur Facebook, bon, on était un peu tous en mode page jaune à la même enseigne. Donc, ok, on pouvait se parler, mais on savait pas qui étaient les gens pas à travers leurs valeurs et leurs intérêts. Et puis, tu vois, quand tu es un holder de Dogami, tu sais que les autres holders de Dogami, sur le Discord de Dogami, tu vas trouver des gens qui kiffent les chiens et ainsi de suite pour les autres collections. Donc c'est aussi ça, de se retrouver avec des gens like-minded Ouais, des quatre coins du monde. ouais, trop cool. Excellent.
Et ben super, en tout cas, merci beaucoup Bilal pour cet échange. Merci pour ce que tu fais pour l'écosystème, c'est trop cool. De rien. Euh, Bah non, merci pour Moi, l'invitation. je repasserai. Peut-être que demain, j'irai à l'event Pirates Lab. Non, franchement, donc c'est super, trop cool. Ouais, bah, tous ceux qui veulent nous suivre, bah, ça s'écrit PYRATZLABS. Si vous allez sur mon profil, il y a les redirections vers un petit peu tous les projets dans lesquels je suis involved. Et oui, voilà, n'hésitez absolument pas à vous inscrire à la newsletter ou à venir aux events qui sont en général une semaine sur deux le jeudi soir. C'est toujours super convivial et ça finit toujours à minuit 30, 1 heure. Donc les gens sont là, restent, discutent et ça fait plaisir. Trop cool, trop cool. Bon, génial. Écoute, merci beaucoup, Bilal. Et on était ravis de t'avoir. De Et voilà, rien. et donc, merci à tous de nous avoir écoutés et pour cet épisode de Comptoir Web3. Et donc, on vous dit à très bientôt et bonne soirée. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao. Salut, bye bye.